Godin est quelqu'un qui a une trajectoire assez particulière, puisque c'est quelqu'un qui vient du peuple. Son père était un petit artisan qui fabriquait du fer, etc. Godin a fait le tour de France très rapidement avec son cousin, et il a touché du doigt la misère ouvrière et ce qu'on appelait à l'époque la question sociale. Et donc Godin s'est juré d'essayer de trouver des solutions pour le monde ouvrier. Il a réussi en tant que chef d'entreprise, il a fabriqué des fourneaux, des appareils domestiques, de cuisson, etc. Il est devenu d'ailleurs un des leaders mondiaux sur son segment de marché. Et grâce à cette réussite exceptionnelle, il a voulu imaginer des solutions pour ces ouvriers, non pas simplement les enrichir, mais il voulait fournir des solutions sociales, des équivalences sociales à la richesse. Sensible aux idées socialistes qui se développent au milieu du XIXe siècle, Jean-Baptiste-André Godin s'intéresse particulièrement à celle du philosophe Charles Fourier et à son phalanstère, projet jamais réalisé d'un habitat unitaire. Il y a un paradoxe chez Godin et peut-être dans l'ensemble de la pensée socialiste du XIXe siècle, c'est que Fourier le premier et Godin à sa suite sont couramment rangés dans la catégorie des utopistes et des utopistes sociaux. Or, ni l'un ni l'autre, ni Fourier ni Godin, ne revendiquent ce terme d'utopie. Les rares fois où Fourier lui-même l'utilise, c'est pour dire qu'on a affaire à des doux rêveurs, et Godin lui-même également ne se considère pas comme un utopiste. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'un et l'autre veulent changer le monde ici et maintenant. Godin veut travailler sur le corps social pour en transformer la morphologie et changer complètement la société industrielle. Donc on est dans le concret et non pas dans l'utopie. En 1859, l'ingénieur Godin se fait architecte et dessine lui-même les plans de ce qu'il nomme le familistère. Godin en est sûr. La réforme sociale passe par la réforme de l'habitat. Le souci d'hygiène, de confort et de bien-être pour ses ouvriers guide Godin dans sa conception. Les grandes cours autour desquelles sont situés les appartements sont baignées de lumière grâce à une grande verrière. Chaque appartement donnant sur cour et sur l'extérieur est ainsi traversé par la lumière du jour. Les habitants du familistère respirent un air sain grâce à une savante circulation d'air, depuis le décrochage de la verrière avec le toit jusqu'aux nombreuses grilles d'aération. L'eau est présente à chaque étage et une buanderie collective permet de laver le linge. Les enfants naissent et grandissent au familistère. Les magasins permettent un approvisionnement à bas coût de tous les biens nécessaires à la vie courante. Avec son théâtre, le familistère devient à son achèvement une véritable ville dans la ville de Guise. Godin a mis l'accent véritablement sur les bénéfices de la communauté de vie au service de la résolution de la question sociale. D'où l'importance de cette proximité qui caractérise l'espace du familistère. Alors cette proximité, elle se traduit d'abord par l'accès rapide à l'usine, le fait que les ouvriers n'aient qu'un pont à traverser pour rentrer chez eux a un effet immédiat qui, dans la tête de Godin, leur fait gagner du temps. Et gagner du temps, ça veut dire aussi pouvoir avoir accès à la culture. Donc la proximité, la vie commune est un moyen d'élever les ouvriers et leurs familles dans l'échelle de la culture et donc de contribuer à l'émancipation collective. Fabriquer un espace commun comme celui du familistère, cela permet aussi à des familles de rangs sociaux différents de vivre ensemble. Et les responsables du familistère, les directeurs du familistère vivaient au sein du familistère et ils pouvaient donner l'exemple dans la façon de vivre comme il faut. Et puis, bien sûr, cela crée de l'entre-soi, de la communauté, ce qui est un moyen, bien évidemment, de combattre l'individualisme et les dégâts de la révolution industrielle. La contrepartie de cette vie
communautaire, c'est que dans un espace comme celui du Familistère, il est aisé de savoir ce que font les autres, d'entendre ce qu'il se passe dans le département d'à côté, etc. Et Zola, qui est venu visiter de manière anonyme le Familistère, comparait le Familistère à une espèce de prison de verre, puisqu'on y voyait quasiment de façon transparente ce que les uns et les autres faisaient. Et d'ailleurs, Gaudin lui-même ne se privait pas d'admonester les personnes qui se comportaient de façon déviante par rapport à ce qu'il estimait être la bonne façon de vivre au sein du Familistère. Jusqu'à 2000 personnes vivent à l'année au Familistère pendant près d'un siècle. Sa gestion, ainsi que celle de l'usine, revient aux ouvriers et aux cadres, selon la volonté de Gaudin lui-même, dès 1880. Dans les années 1960, l'entreprise, dépassée par les nouveaux besoins de l'époque, périclite et doit être vendue quelques années plus tard, en 1968. Aujourd'hui, entre musée et habitation, le Familistère reste le témoin d'une expérimentation sociale unique, au regard de son ampleur et de sa longévité.